Naruto est mon manga préféré, c'est mon top 1 absolu et ça en tout cas je le répète assez souvent sur les réseaux sociaux, mais en plus de ça vous l'avez remarqué, je suis plutôt brandé entre le pull et la casquette, mais globalement Naruto ça m'a fait passer des moments incroyables depuis mon enfance, j'ai découvert ça début collège et vraiment ça m'a porté jusqu'à aujourd'hui, c'est mon manga top 1 et indétrônable à mon sens, par rapport à tous les personnages que j'ai appris à connaître, que j'ai rencontrés, que j'ai vu grandir, se développer, tous les combats titanesques que j'ai su apprécier en manga ou en animé, par rapport aussi à l'animé, à tous les mouvements, tous les seiyuu qu'il y avait derrière, qui transmettaient toute leur âme en tout cas aux personnages, les OST emblématiques, les openings emblématiques, les planches incroyables en tout cas en termes de détails de Masashi Kishimoto. T'avais tout l'univers de Naruto qui était impressionnant en termes de valeur, de morale, d'émotion, de sentiments transmis, et vraiment pour moi Naruto restera jamais le numéro 1. Mais il se trouve que même si je suis un très grand fan de Naruto, moi aussi j'ai remis en question la fin de Naruto, son dernier arc qui à mon sens était un peu démesuré, où il y avait aussi quand même pas mal de points à améliorer, beaucoup de faiblesses, et je comprends parfaitement qu'il y ait des gens aujourd'hui encore sur les réseaux sociaux en 2022 qui critiquent la fin de Naruto. Et comme je me suis jamais exprimé sur ma chaîne YouTube en 5 ans à propos de la fin de Naruto, à part de temps en temps sur mes propres réseaux ou de temps en temps aussi en live sur Twitch, et ben je me suis dit que pourquoi pas ce serait intéressant de faire une vidéo qui donnerait déjà d'une part mon avis pour dire en quoi la fin de Naruto est très bien, et de l'autre côté avec plusieurs points en tout cas à aborder tout au long de la vidéo, pourquoi celle-ci est à mon sens pas forcément foirée mais surtout un peu rushée, où il y a des éléments qui à mon sens auraient pas forcément mérité d'être là et d'autres être beaucoup plus travaillés. Ce sera uniquement bien sûr mon propre point de vue que vous pourrez partager ou pas, je vous laisserai en tout cas me dire tout ça en commentaire à la fin de la vidéo. Si jamais celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, me laisser un petit pouce bleu pour soutenir mon travail, car en plus de ça on vise les 200 000 abonnés les amis en 2023. J'ai essayé de faire la vidéo la plus complète possible et vraiment écoutez bien jusqu'à la fin pour ne pas rater j'allais dire le fil du développement et bien écouter tous les points que j'ai abordés dans la vidéo. Mais avant de commencer tout le développement intéressant de celle-ci, cette vidéo les amis est sponsorisée par Zenpop, une boutique en ligne qui va te permettre depuis chez toi d'importer pas mal de produits du Japon. Tu pourras retrouver des sortes de packs ou des box en tout cas que tu pourras soit acheter via un système d'abonnement, soit ponctuellement juste un mois pour essayer, des box de goodies sur les mangas et les animés, des box de snacks japonais, des box de papeterie japonaise, mais aussi comme celles qui m'ont envoyé aujourd'hui, je les remercie encore, des box de ramen japonaises. Avec le pack ramen Zenpop, tu pourras notamment trouver des portions de nouilles japonaises directement expédiées depuis le Japon, parmi les variétés les plus récentes ou encore pourquoi pas les plus populaires en tout cas du milieu. T'auras par moment aussi des produits qui seront en édition limitée par rapport à des produits de différentes saisons ou simplement de différentes régions du Japon pour mélanger un petit peu les goûts et les différentes cultures. Tu pourras retrouver les goûts de ramen en tout cas parmi les plus populaires comme le tonkotsu, le shoyu ou le shio, et bien d'autres encore parmi des produits qui peuvent être végétariens ou pas du tout. Sans oublier les packs où par moment tu auras soit des ramen, des udon, des soba ou pourquoi pas des yakisoba, et en plus qui pourront être complétés par quelques petits accompagnements japonais comme des gyoza et d'autres surprises. On peut clairement se le dire, chaque box est un véritable voyage vers le Japon. En tout cas aussi tu pourras récupérer ta box entre 2 à 4 semaines du coup suivant la livraison que tu as choisi. Le service client est au top si jamais tu as le moindre problème, du coup en tout cas je te laisserai te renseigner avec le lien du site dans la description avec aussi mon code promo. Mets-toi bien avec les ramen et pourquoi pas les autres box et autres produits du site, et on est parti pour la vidéo. Alors pour commencer la vidéo avec ce que j'ai trouvé de bien dans l'arc de la Grande Guerre qui conclut Naruto, pour moi déjà de base, l'arc de la guerre était en tout cas quelque chose de très logique, dans le sens où tout au long de Naruto, on t'a parlé de conflits, de différentes guerres, d'erreurs du passé, de devoirs de mémoire, de leçons à tirer de tout ça, etc. Sauf que les forces en présence dans la partie de Naruto Shippuden, entre les différents villages, les différentes nations en tout cas de shinobi, qui étaient confrontées à l'Akatsuki, à Kabuto, etc. Forcément ça impliquait tôt ou tard que certaines nations allaient rentrer en action par rapport à celles qu'on connaissait déjà, par rapport à celles qu'on ne connaissait pas encore, et forcément le conflit devenait non plus centré sur Konoha qui combattait l'Akatsuki personnage par personnage, mais aussi ça entraînait d'autres nations dans le conflit. Déjà dès le début de Naruto Shippuden, t'avais un petit peu la puce à l'oreille dans le sens où Suna venait de perdre Gaara avant que celui-ci soit sauvé par Naruto, qu'il soit après ça ressuscité, etc. Et du moins Suna venait de perdre son démon à queue, parce que les réceptacles en général meurent quand le démon à queue est retiré de leur corps, mais globalement Gaara est une exception parce qu'il a été ressuscité par grand-mère Chiyo et son pouvoir. Mais globalement les grandes nations qui de base sont assez équilibrées parce que celles-ci possèdent différents réceptacles et démons à queue dans leur puissance, l'équilibre avait été assuré par le partage de ceux-ci au fur et à mesure des générations, sauf que l'Akatsuki avec sa quête des démons à queue venait simplement perturber l'équilibre du monde en prenant les réceptacles là-bas, en les tuant, et pour certains les réceptacles étaient vraiment des ninjas extrêmement puissants de leur village, de leur pays. Donc forcément quand tu perds déjà un bon élément, que tu perds en plus un démon à queue, bah forcément les grandes nations commencent à s'inquiéter, déjà de part
contre l'Akatsuki qui devenait de plus en plus puissante, dangereuse et impactante et qui aurait pu changer définitivement la face du monde. Mais de l'autre côté, les nations, qui sont pas des nations amies de base, elles s'attaquent pas parce que ça peut provoquer des guerres, des pertes et tout ça, et qu'elles ont pris quand même conscience des erreurs du passé dans certains cas, même si certaines surveillent attentivement les autres pour attaquer au moment voulu et faire 2-3 missions d'infiltration, etc. Mais en tout cas, certaines nations commencent à craindre justement qu'en perdant des personnages aussi importants, des réceptacles et de la puissance militaire, qu'ils se fassent attaquer en étant vus comme trop démunis, comme trop faibles par l'Akatsuki ou simplement d'autres nations qui avaient des soifs de colonisation, soif de récupérer des terres ou simplement aller chercher le secret de ses voisins. Car t'imagines bien que si un village conquis un autre pays qui devient plus grand, qui s'étoffe et en plus de ça récupère les secrets des jutsu ou des familles en tout cas des différentes nations, bah tu peux créer une nation absolument surpuissante, invincible et à partir de là bah tu peux dominer le monde, mettre fin à l'équilibre des puissances, l'équilibre du monde globalement et tu peux simplement tout mettre à feu et à sang. Donc l'arc d'une grande guerre était forcément inévitable, surtout qu'en plus de ça ce qui était bien c'est que les différents pays ont eu du coup la jugeote de réaliser le sommet des 5 Kage pour non pas s'affronter entre eux et craindre justement que le voisin les attaque, mais simplement s'allier contre un ennemi commun, l'Akatsuki qui devenait trop puissante avec du coup les différents démons à queue qu'ils avaient récupérés, puis en plus de ça, la menace qui pesait sur eux et sur les grandes puissances et les grandes personnalités de ce monde-là, car personne n'était à l'abri. On a quand même vu que Konoha avec Pain a été rasé de la carte quasiment en 2 minutes, que les différents Kage comme Gaara étaient ciblés, etc. Qu'en plus de ça, Obito n'a pas hésité à arriver au sommet des 5 Kage et directement lancer la guerre, avec en plus Kabuto qui l'a aidé à développer une armée avec les Zetsu, puis après avec les Dotensei, tout ça. Donc globalement, avoir un ennemi commun a permis de créer l'arc de la Grande Guerre, une coalition qui est absolument légendaire et unique dans l'histoire de Naruto, dans l'histoire du monde des shinobi. En plus de ça, créer l'arc de la Grande Guerre, c'est non seulement aussi un devoir de mémoire pour la suite, parce qu'après, une fois la guerre, tu pourras constater de toi-même les conséquences de la guerre, ce que c'est vraiment l'horreur de la guerre, et la génération de Naruto qui était quand même assez jeune, qui grimpait en grade petit à petit, qui côtoyait les plus grands ninjas, qui affrontaient des ninjas extrêmement dangereux au quotidien, des ninjas que peut-être ceux de leur génération précédente n'ont pas forcément eu à affronter pour certains. Donc du coup, on avait quand même déjà une génération côté Naruto qui était extrêmement mature, qui était extrêmement intense et qui a grandi en maturité extrêmement vite, voire trop vite, tu vois, trop vite, trop jeune. Mais du coup, voir les conséquences de la guerre, c'est pas la même chose que quand on te les raconte, et c'est pour ça qu'après qu'ils aient battu Kaguya, Madara, etc., que pendant l'arc de Boruto et du moins la transition qu'il y a eu jusqu'à Boruto, t'as quasiment eu une immense période de paix qui justement a permis de perdurer, de rendre en tout cas justice à tous les sacrifices qui ont été faits, à la mémoire de ceux qui sont tombés pour arriver à ce résultat-là, et qui notamment forcément rend hommage à tous les efforts du monde shinobi. Et surtout ça a permis aussi, comme je le disais, de canaliser la paix dans les 5 grandes nations, dans tous les plus grands villages du monde, pour créer une alliance sous quasiment la même bannière, le même credo et surtout le même nindo. Il n'y a jamais eu aussi peu de conflits que quand Naruto etc. était Kage, que du moins que l'arc de la Grande Guerre était terminé, parce qu'après c'est Kakashi qui a pris le relais etc. et avec lui c'était pareil, c'était la paix, mais globalement c'était plutôt pas mal, et ceux qui ont succédé à chaque fois à leur poste de leur Kage précédent ont apporté cette continuité. Puis aussi le fait que la Grande Guerre Ninja a apporté en tout cas pas mal de points finaux à pas mal d'intrigues de Naruto par rapport à des personnages, des relations, par rapport à des dénouements, des développements, des personnages qui ont grandi pour atteindre un certain point, pour être utiles à un moment donné. Forcément l'arc de la Grande Guerre est à mon sens, moi je le disais déjà par rapport à tout ce que j'ai dit, extrêmement complet, impactant, et en plus de ça on a eu tout ce qu'on aime. On a eu des combats, on a eu des retournements de situation. Moi à l'époque je me rappelle très bien, quand on lisait les chapitres après chapitre, on n'était vraiment pas sûr de savoir qui allait survivre, quel combat allait en tout cas atteindre son climax, quel combat allait se terminer en faveur de quel camp, et on n'était même pas sûr de savoir vraiment quel type de pouvoir on allait découvrir, parce que vraiment on découvrait des échelles de puissance de plus en plus grandes, de plus en plus impactantes. On avait commencé le manga avec des petites boules de feu, des Chidori, etc. Tu termines avec des météorites, des Susanoo extrêmement grands, des réceptacles qui utilisent toute la puissance de leurs démons à queue, et vraiment des choses de plus en plus puissantes et impactantes. Du coup tu avais cette hype de continuer à savoir quel personnage serait mis en avant cette fois-ci, lesquels malheureusement serait laissé de côté, quelle relation va voler en éclats ou au contraire se renforcer. Donc voilà, t'étais vraiment au bout du bout chaque semaine, et ça c'était extrêmement kiffant. Et ce que les gens oublient, c'est que dans Naruto, le plus important ce n'est pas forcément les combats, tout comme dans d'autres shonen ou autres types du genre. Pour moi les combats ce n'est pas forcément quelque chose qui va justifier qu'un manga n'est pas mou, et pas intéressant, n'est pas en tout cas
pas impactant, tu vois. Pour moi, il y a aussi les phases où t'as les dialogues, t'as les réflexions, le côté écriture, le côté développement qu'il faut regarder. Et en plus, dans Naruto, un manga très philosophique avec beaucoup de belles morales et en tout cas pas mal de belles valeurs, bah c'est ça qu'il faut voir développer tout au long, tu vois. Pas uniquement l'aspect combat. Et pour moi, globalement, la fin de Naruto amène de très belles choses. Et pas que des combats bien chorégraphiés et légendaires. Et que ce soit du coup les conséquences de la guerre, comment t'as pu les appréhender, que ce soit les grands discours qu'on a eu, franchement, il y a eu plus que des moments de frisson dans les moments hors combat. Et je rappelle que quand tu crées un manga comme ça, avec un immense découpage à faire durant les différents arcs de la guerre, etc., les différents moments de la guerre qui se déroulent en simultané, c'est extrêmement compliqué. Pour ceux qui lisent Kingdom par exemple, vous savez à quel point c'est très difficile de faire briller beaucoup de personnages en même temps sur différents fronts et faire avancer ton scénario sans qu'il soit trop mou et quand même avoir cette sensation que ça avance, que ça se développe et vraiment en prenant un peu le temps aussi, de pas forcément rusher tous les combats ni tous les développements. Et pour moi, Kishimoto a fait comme il pouvait avec la masse de personnages qu'en tout cas qu'il avait présenté de base. Entre les retours en Edo Tensei, l'Akatsuki, Naruto qui revenait, puis après les combats avec les Jinchuriki, les différents fronts avec par exemple le désert avec Gaara, les Kage qui se battaient contre Madara, etc. T'avais beaucoup de choses à développer et même s'il est clair que certains personnages auraient mérité d'être plus mis en avant ou que pourquoi pas avec l'Edo Tensei on a eu le retour, je sais pas moi, de Shisui, de Fugaku, etc. pour développer un peu plus avec Itachi et Sasuke, pour moi tu vois c'est quand même aussi de bons choix de pas forcément faire intervenir tous les ninjas qui étaient morts, tout comme par exemple le choix de pas faire revenir Jiraiya qui avait déjà accompli son rôle auprès de Naruto et bien d'autres encore et qui du coup n'aurait pas forcément été pertinent de le faire revenir, même si ça aurait apporté un peu plus de dramatique, etc. de voir Naruto combattre Jiraiya, parce que je sais très bien que certains d'entre vous auraient beaucoup aimé savoir si Naruto avait vraiment dépassé Jiraiya en combat en 1 contre 1. Globalement, Kishimoto a fait le bon choix de pas le faire revenir. Et forcément, quand tu as un choix à faire au niveau du découpage de tous les personnages que tu fais revenir, etc., certains sacrifices doivent être faits dans l'écriture et Kishimoto a fait les bons choix globalement. Et puis en plus, c'était super beau, je veux dire, la fin, de voir déjà donc la vallée de la fin qui porte bien son nom, vu qu'en tout cas le combat final se déroule là-bas. T'avais quand même Naruto Sasuke qui se battent comme à la fin de l'arc de Naruto, qui se battent en plus de base, l'éditeur voulait, Kishimoto voulait que ce soit un combat en full taijutsu, parce que les mecs de base étaient ultra fatigués et tout ça, mais finalement l'éditeur a pas voulu, d'où le fait qu'on a eu encore plus de grosses techniques inédites, etc. Durant ce combat-là, qui était titanesque. Les deux ont terminé sur une égalité, et je répète bien, une égalité, parce que globalement, même si Sasuke dit à la fin qu'il a perdu, tous les deux ont perdu un bras, ils étaient tous les deux échoués sur le sol. C'était pas dire qu'il a perdu le combat, mais dire qu'il a perdu son nouvel objectif, que Naruto lui a permis de le faire rendre compte qu'il faisait une connerie avec son dernier objectif final, qui était un peu bizarre, et j'allais dire oui à ce moment-là, un peu étrange par rapport au déroulement justement du scénario, où Sasuke fait un choix, où certains vont dire que oui, retourne encore sa veste, etc. Mais globalement, Naruto a réussi à l'arrêter, d'où le fait que Sasuke ait perdu du moins son objectif final. Mais en tout cas, c'est ça aussi qui va amener les deux personnages à s'aider mutuellement pour tout rebâtir depuis zéro et créer justement un avenir qui sera sans doute meilleur. Enfin bon, en tout cas, c'était tout mon avis bien développé sur la partie pourquoi Naruto et sa fin sont très bien. Maintenant, il est le temps de parler des défauts qui m'ont dérangé. Même si je suis un très grand fan de Naruto, il y a des choses à mettre en évidence. Pour commencer avec la partie, forcément des choses qui m'ont moins plu et à mon avis qui font que la fin de Naruto peut être vue comme mauvaise ou simplement très rushée, c'est forcément déjà 2 points qui sont extrêmement liés et je vais vous expliquer pourquoi, du coup écoutez bien jusqu'à la fin. Ce sont les points liés à la stratégie en tant que guerre et de l'autre côté par rapport au rythme en fait du manga qui paraît être très accéléré par moments, très rushé pour beaucoup et qui aurait mérité à mon sens d'être allongé, beaucoup plus écrit, beaucoup plus développé, pas forcément pour avoir plus de tomes, faire vendre le manga davantage pour des raisons économiques, etc. Mais surtout parce que je pense que, comme je le disais en début de vidéo, il n'y a pas que les combats qui comptent dans un shonen. Ce n'est pas que les combats qui font qu'un manga est vivant. Ce n'est pas que les combats, les morts ou tout ça qui font qu'un manga est intéressant. Il y avait aujourd'hui, dans l'arc de la Grande Guerre, le mot guerre. Donc une guerre, ça se prépare. Ça a des choses, ça a des plans, ça a des stratégies. Ça a surtout un découpage vraiment qui se fait non pas sur 2-3 jours de conflit. J'ai pas la data exacte de savoir combien de temps a duré la dernière Grande Guerre, mais globalement, ça donne l'impression dans le manga qu'elle a duré que quelques heures, voire maximum quelques jours. Mais pour moi, vu le nombre de personnes qui étaient impliquées du côté du bien ou du mal, en termes de quantité astronomique, de shinobi, de quantité de zetsu à défoncer, de quantité de mecs en tout cas revenus par Edo Tensei ou simplement les forces en présence qui restaient là-bas, pour moi le conflit aurait dû s'allonger sur plusieurs jours voire semaines dans le manga pour qu'on puisse justement, question de rythme d'un côté, encaisser
les pertes, encaisser les conséquences, avoir une écriture qui soit beaucoup plus juste, où certains personnages auraient pu peut-être mourir en plus, parce qu'il est vrai que ça c'est aussi un point que je développe dans la vidéo, c'est le fait qu'il n'y a pas eu aussi beaucoup de morts dans Naruto. Mais même si les morts ne sont pas comme je le disais, un peu comme les combats, les morts c'est pareil, ce n'est pas parce qu'il y a des morts que c'est intéressant, c'est pas parce qu'il y a des combats que c'est intéressant. Il faut aussi que les morts aient un rôle important à jouer en termes d'écriture et développement, pas mettre des morts pour avoir des morts. Ça, je sais très bien que dans la commu manga en général, il y a beaucoup de bandeurs de morts, qu'on peut appeler ça comme ça, qui adorent ça, qui adorent voir des personnages crever, mais sans forcément de sens. Pour moi, il faut que quand il y a un mort, il y ait des sens. Mais il est clair que dans Naruto, beaucoup, je dis bien beaucoup de personnages auraient dû mourir, comme par exemple Gaima Ito, qui ouvre la 8e porte contre Madara, qui normalement était censé mourir pour apporter un sacrifice et une fin emblématique à ce personnage-là, qui avait mérité une sortie incroyable, plutôt que de devoir être handicapé à la fin de sa vie et que Naruto le soigne de manière ultra bullshitée et sorti de nulle part. Bah clairement, t'as des personnages qui avaient accompli leur rôle, leur destin, qui donnaient le flambeau à la nouvelle génération, qui avaient fait un sacrifice incroyable, des prestations incroyables et qui méritaient cette fin. Pas de finir estropié, etc. Tu vois. Enfin bref, mais en tout cas, le rythme, à mon sens, aurait dû s'allonger. Et comme je le rappelle, pas pour vendre plus de mangas en faisant 70 tomes au lieu de 63, mais plutôt pour qu'on digère les informations. Comment tu veux que le manga ne soit pas rushé, n'ait pas la sensation d'être rushé, si t'as jamais de pause dans les conflits? Et ça, c'est aussi lié à la stratégie. La stratégie, quand tu sais qu'il y a beaucoup de personnages qui sont impactants de part et d'autre, qui sont très intelligents, normalement, en divisant l'alliance Shinobi en plusieurs fronts, en plusieurs catégories, entre ceux qui se battent à distance, ceux qui se battent au corps à corps, ceux qui utilisent le Doton, le Suiton, etc., ou faire des mix d'équipes, et en plus porter tes troupes à des endroits stratégiques, comme par exemple Gaara dans le désert, pour qu'il utilise son plein pouvoir, etc., ça oui, c'est stratégique. Mais pour moi, la stratégie, c'est aussi des mouvements de troupes, c'est aussi mener ses hommes, c'est aussi savoir quelle stratégie adopter pour contrer l'offensive de ton adversaire. C'est pas uniquement placer ça vite fait et laisser faire les choses. Il y a beaucoup de choses à mon sens en termes stratégiques, même si on n'est pas dans un manga comme Kingdom qui va retracer l'unification de la Chine et la vraie histoire de la Chine avec différentes nations et des conflits qui s'étalent sur plusieurs années, forcément, là pour le coup, Naruto, ça se veut pas forcément réaliste et c'est normal, c'est un manga avant tout, c'est pas réaliste et je demande pas un manga réaliste, je demande juste qu'une guerre, un conflit, une stratégie soit mise en place pour que justement on vive la guerre, pas qu'on la vive à travers que des combats, parce que ça pour moi c'est aussi une erreur que beaucoup font, ce n'est pas que des combats. T'as toutes les valeurs, les morales, les intérêts qui jonchent, en tout cas à côté de la guerre, qui sont là pour imbriquer toutes les pièces qui font que t'as une belle histoire en fait. Et du coup que ce soit les pertes, les conséquences, tous les combats, etc. T'avais l'impression que non seulement ça se déroulait super vite, mais que les personnages en plus de ça étaient inépuisables en fait. Genre normalement les shinobi ont un peu de chakra, etc. Mais globalement après ils sont KO, il faut qu'ils se reposent pour récupérer et réenchaîner. Là t'avais l'impression que les mecs ils pouvaient se battre à l'infini, enchaîner les combats petit à petit et ça s'arrêtait jamais. Alors oui la guerre a permis en tout cas de finir Naruto, oui ça finit pas mal d'intrigues, ça a laissé des choses un peu ouvertes pour que ça arrive à une transition avec Boruto, mais pour moi plus de répit, plus peut-être un peu plus de morts conséquentes, tout simplement de choix qui entraînent des conséquences. Pour moi, ça aurait été beaucoup plus posé comme rythme, on aurait pu mieux comprendre les choses, et en plus, on aurait pu plus profiter des combats. Parce que ne faire que de les enchaîner, finalement, c'est spectaculaire. Ça entraîne, comme je le disais, de l'espoir et du désespoir, des retournements de situation. Mais globalement, t'as des personnages qui auraient mérité de souffler un petit peu, d'avoir un peu plus de soutien, de renfort, pour après repartir de plein pot sur des combats sans qu'il y ait forcément d'incohérence, sans forcément que les personnages soient ultra fatigués en permanence et qu'ils enchaînent avec des ressources qui normalement n'ont pas, tu vois, ou qui est un peu plus de bullshit. Non, on aurait pu effacer ces impressions de bullshit et incohérence avec plus de repos et un rythme mieux géré, mieux contrôlé. Et pourquoi pas, ça aurait pu enchaîner des prises de décision qui auraient pu être plus mûrement réfléchies par les personnages et qui auraient des fois pu être aussi avantageuses que désastreuses. Et là, on aurait encore plus apprécié le fait de voir une vraie guerre ninja en fait. Autre point aussi qui était un petit peu décevant dans la fin de Naruto, c'est qu'en fait, on ne savait même plus à la fin qui était le véritable antagoniste final. On te présente Kabuto, qui du coup, était un peu le sous-fifre d'Orochimaru, il lui prend de l'ADN, il se le greffe, et le mec il atteint un niveau titanesque en très peu de temps, ce que j'ai trouvé un peu bullshit quand même, parce que le mec partait vraiment de pas grand chose, même s'il est intelligent, il part de pas grand chose, et le mec devient absolument faramineux en connaissance jutsu, en termes de chakra, en termes de puissance simplement, à tous les levels, au point de faire peur à n'importe qui, de mettre la pression sur n'importe qui, n'empêche sur Obito qui est quand même le chef de l'Akatsuki, donc tu vois c'est quand même pas rien. Tu vois, le mec il a pris une importance démesurée par rapport au personnage faiblard qu'il était à la base. Faiblard mais quand même intéressant sur certains points, mais globalement,
C'est quand même un peu dommage. Après oui, il a aidé à développer l'armée des Zetsu, il a aidé avec l'Edo Tensei en récupérant des ADN par-ci par-là, de faire ressusciter les plus grands ninjas dont Madara Uchiwa. Donc c'est quand même, tu vois, un truc de fou. Et au final, dans le conflit, il a certes apporté tout le côté, j'allais dire logistique, etc. Mais après derrière, c'est Itachi et Sasuke qui s'en sont occupés. Surtout Itachi. Et globalement, ce mec-là, on l'a pas vu vraiment sur le front. Alors qu'il aurait pu apporter des confrontations plutôt intéressantes. De l'autre côté, Obito, qui se dévoile devant Kakashi, Gai, Naruto, etc., qui montre son véritable visage, ce qu'il a enduré, ce qu'il souhaite vraiment dans cette guerre-là, ce qu'il souhaite reconstruire avec le projet Œil de Lune et tout ça, qu'il a mis au point avec Madara, avant que celui-ci soit ressuscité, etc., qui en plus récupère son vrai corps et tout ça. Obito, quand il se met en plus en mode Jubi, ça y est, tu peux dire oui, ça y est, là on a atteint l'antagoniste ultime, le mec en plus de ça, il se rend compte vers la fin qu'il s'est trompé d'objectif, qu'il aurait peut-être pas dû faire ça, qu'il allait trop loin, qu'il aurait dû rester peut-être dans le dialogue, qu'il aurait dû rester plus patient, et simplement ne pas se laisser emporter par les horreurs de la guerre et ce qu'il a vu avec le décès de Rin, etc. En plus, il avait très bien compris que Kakashi, c'était pas lui vraiment le vrai fautif, c'était elle qui s'était jeté sur Kakashi, et globalement, Obito savait qu'il se fourvoyait, mais il restait dans le déni pendant une grande partie du temps, qui a gangréné, qui entraînait en lui une volonté radicale de changer le monde, et forcément de ne plus croire en ses rêves de base, avant que Naruto le réveille avec bien sûr Kakashi qui était à côté, qui lui ont fait prendre conscience de son erreur. Mais après ça, c'était même plus Obito qui était mis en scène, mais plutôt Madara Uchiwa, qu'on te tease depuis le début du manga quasiment, quelqu'un qui était toujours dans l'ombre, qui était toujours aussi dans l'histoire, qui finalement n'était pas mort, puis qui est revenu, et qui finalement montre toute sa puissance en balançant des météorites, il montre toute sa puissance en défonçant les 5 Kage, le mec ressuscite, il a le Rinnegan, etc. Il est faramineux. Grand rival de Hashirama quand même, considéré comme le dieu des shinobi et tout ça, enfin l'un des plus grands maîtres des shinobi au monde, de l'histoire. Franchement, c'est chaud. Et tu dis, Madara, finalement, il s'est fait défoncer par Zetsu noir, enfin Zetsu, parce qu'il était en pleine possession. Il y a Gai qui lui a vraiment mis la misère, mais globalement, celui-ci en mode Jubi, il était largement au-dessus encore de Naruto et Sasuke. Donc tu te dis, qu'est-ce qui peut l'arrêter? Et pour moi, Madara était vraiment le dernier grand méchant. Parce qu'il active le grand projet, parce que il est au sommet de sa forme, il est au sommet de la puissance absolue des ninjas, il a absolument tout maîtrisé. C'est lui qui connaît le plus l'histoire, etc. Et pour moi, c'était lui qui représentait le mal absolu. Et clairement, en termes de dessin d'objectif, il y avait pas pire que lui. Et cette surenchère d'antagonisme, cette surenchère justement de retournement de situation, moi je pense qu'elle n'a pas servi vraiment au manga de Naruto, parce qu'elle l'a beaucoup desservi, car à mon sens, et ça fait une petite transition avec la partie d'après, c'est que pour moi les Otsutsuki n'auraient pas dû apparaître dans Naruto. Les Otsutsuki auraient dû apparaître bien après, soit uniquement dans Boruto, soit surtout dans un arc de transition, qui peut-être n'aurait pas marqué du coup avec la Grande Guerre la vraie fin de Naruto, parce que ça aurait pu se conclure quand Naruto devient Hokage. Ça veut dire simplement quand il a atteint son but, pas attendre la fin de la Grande Guerre et faire une ellipse où Naruto devient après Hokage, parce qu'entre temps c'était Kakashi l'Hokage, etc. Ça aurait pu être intéressant de justement, après la Grande Guerre, d'avoir un arc de transition où Naruto et Sasuke deviennent adultes, chacun se développe avec bien sûr toute leur génération, ils prennent en compte les conséquences de la guerre, etc. Ils se remettent dans le bain, ils reconstruisent le pays, etc. Ils font chacun leur vie, ils montent en grade petit à petit, parce qu'en plus Naruto il a fait plein de missions, il y a eu plein de choses avant qu'il devienne Hokage, et du coup ça aurait pu être intéressant, pourquoi pas, d'intégrer Kaguya dans ce moment-là de transition, pour qu'après les Otsutsuki soient encore plus développés grâce à Momoshiki, Ichiki, etc. dans Boruto, vu qu'on les voit davantage, et qu'en plus c'est développé par rapport à ce qui se passe avec Boruto, etc. Parce que Kaguya, je suis désolé, pour moi les Otsutsuki, ça reste vraiment le stade de divinité. Alors oui, l'origine de tout vient d'eux, que ce soit le fruit du chakra, que ce soit notamment aussi le chakra dans le monde entier, que ce soit notamment aussi l'arrivée des démons à queue, le Jubi, etc., que Hagoromo après a divisé en 9, pour les grandes puissances, qui après ils ont tous été mis chacun dans des réceptacles, le fait aussi qu'après avec Hagoromo s'entraînait Indra, Ashura, les différents clans comme le clan Hyuga, le clan Uchiwa, la branche aussi des Senju, etc. par rapport aux générations et les différentes réincarnations, pour en vrai arriver sur Naruto et Sasuke. Clairement, c'est l'origine de tout. Et il est logique de parler de l'origine de tout dans le manga de base, pour que tu comprennes l'histoire, le développement et les secrets les plus profonds du monde, par rapport au lore, le background. Mais pour moi, je te le dis, l'arc de la Grande Guerre aurait peut-être dû être un arc pas final, mais avant final, pour finir vraiment sur Kaguya, quand les personnages sont au sommet de leur art,
Du coup, ils auraient pu avoir le pouvoir pour les sceller justement. Kaguya, Naruto Sasuke aurait pu rencontrer Hagoromo peut-être après la Grande Guerre. Justement dans cet arc de transition dont je te parle, avec Boruto qui aurait pu conclure tout ça et donner la puissance nécessaire à Naruto de devenir Hokage et d'accomplir un exploit de plus en étant adulte et pas cette fois-ci un gosse de 16-17 ans comme contre Madara, Obito et toute la clique. Un exploit qui en le faisant grandir encore plus en maturité etc. et en plus le légitimer grâce à ses exploits militaires et tout ça, même si par rapport à ce qu'il avait fait contre Pain et dans la Grande Guerre il avait plus besoin d'être légitime, le mec avait déjà plus rien à prouver, pour moi ça aurait été encore plus impactant d'être Hokage après ça, clairement. Et en plus ça aurait pu être intéressant et ça aurait vraiment apporté pas de surenchère parce que comme je te le disais, les personnages, ils sont battus tout au long de la guerre. Ils étaient tous fatigués, éreintés. Et tu leur demandes encore, après Madara, d'affronter quelqu'un comme Kaguya qui peut changer de dimension, qui maîtrise absolument tout, qui a un œil divin, etc. Et qui vraiment était quasiment invincible et ultra cheaté. Et puiser dans les ressources, donner des power-up et des power-up à Sasuke, Naruto, Kakashi, etc. Pour moi, c'était encore une fois de la surenchère de power-up qu'on a eu tout au long de l'œuvre en général et tout au long surtout de l'arc de la Grande Guerre, qui s'est étalé pour rappel sur quelques jours seulement ou même pas quelques jours. Donc tu vois, encore une sensation de rush, de power-up, de bullshit, d'incohérence qu'on aurait pu qu'on aurait pu éviter en ayant un conflit plus étalé et aussi les Otsutsuki incarnés dans l'œuvre beaucoup plus tard en fait. Parce qu'un personnage comme Kakashi qui des fois utilisait juste 3-4 fois le Mangekyo qui finissait à l'hôpital pendant une semaine ou 3 mois, là il s'est battu quand même contre tous les épéistes de Kiri, il a affronté Obito, il a affronté Madara, Kaguya, il a affronté plein de gens, il s'est battu comme un diable et le mec n'était pas du tout fatigué, enfin il était fatigué mais pas au point de crever comme d'habitude, tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup ça amène des incohérences à l'échelle de Kakashi comme à quasiment tous les ninjas qui ont certes bénéficié à des moments d'un peu de chakra de Naruto, mais ça pareil, donner du chakra de Naruto et Kyuubi à tout le monde, c'était techniquement pas possible. En termes de calcul et par rapport au nombre de personnes qu'il y a, ça devait affaiblir Naruto en énorme partie. Et globalement, tu vois, il y a aussi des choses incohérentes à ce niveau-là. Dans tout ça, puis après j'en ai déjà parlé des morts avec le fait qu'il y a des personnages qui s'en sortent par magie, qu'il y en a eu certains qui étaient bizarres, celle de Neji qui permettait en fait de rapprocher Naruto et Hinata, etc. D'autres comme Gaisatsu qui en sont survie, enfin bref, vous avez un petit peu compris l'idée. En tout cas, pour moi, ça vient vraiment, cette impression de rush, de rythme, etc. de la durée de la Grande Guerre, du fait que les Otsutsuki ont rapporté encore plus de surenchère de power-up, encore plus de surenchère d'adversaires, qui à mon sens rendait le tout un peu incohérent et un peu bullshité. Et le fait que Naruto ait dû se terminer pour X raisons, parce que peut-être que simplement l'éditeur voulait finir, que simplement aussi l'auteur voulait finir, il y a pas mal de raisons comme ça. Après il est clair que l'auteur, Masashi Kishimoto, pour nuancer un peu tout ça, ne pouvait pas forcément tout choisir. Il y avait l'éditeur qui était derrière, peut-être qu'il ne pouvait pas rallonger comme il voulait, il ne pouvait pas raconter tout ce qu'il voulait quand il le voulait et comment il le voulait, parce que question de rythme, de sortie hebdomadaire des scans, des chapitres, forcément aussi le fait que fallait pas que ça baisse en popularité si d'un seul coup les combats s'arrêtaient, parce que ça dépend le public, si tu l'habitues trop au combat, si tu mets d'un seul coup en plein milieu du conflit des périodes un peu plus molles, ça pouvait dégringoler le Naruto dans les classements. Donc tu vois, c'était aussi problématique, t'as aussi des enjeux de business, etc. L'éditeur et Kishimoto ont fait des choix, faut les accepter. Pour moi, le Naruto est exceptionnel du début à la fin. La fin a eu des problèmes que je t'ai évoqués dans la vidéo. Maintenant, à toi de me dire ce que t'en penses. Et puis voilà. En tout cas, les amis, je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de ma vidéo, que j'essaie de développer au maximum, vous la rendre la plus digeste et détaillée possible. Je vous laisserai comme d'habitude vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu et bien sûr vous abonner à tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt la famille pour d'autres vidéos. Ciao ciao.